Mais on en est encore là en France. Vous savez à se demander si on va ouvrir les boulangers le 1er mai. Mais en fait, ce pays, c'est effrayant. Vraiment, je trouve ça effrayant. Je ne peux pas vous dire autre chose. En disant libérer le travail. Mais je trouve ça effrayant. En fait, vous savez... Moi, ça me fait de la peine. Hein. C'est pas que ça, vraiment, je ne peux pas vous dire autre chose. En fait, ça me fait de la peine. Et là, quand je vois l'opinion... C'est-à-dire que c'est un pays qui ne bosse pas. C'est-à-dire que ça fait 45 ans que tu dis aux gens, arrêtez de travailler, en fait. Et tu leur donnes de l'argent partout, et puis on a des dettes, et puis c'est un état d'esprit, vraiment, le travail. C'est ce qu'on dit, il faut le libérer, il faut l'encourager. Oui, c'est la croissance qui crée de l'emploi, pardonnez-moi. Mais vous savez, le principal écueil des 35 heures, c'est même pas de comptabiliser combien ça a réellement créé d'emplois depuis, combien ça a coûté, etc. C'est pas ça. C'est qu'en fait, ça a mis dans la tête des gens que le travail n'était pas une valeur. Puisque, en fait, travailler moins... Voilà. Et puis ce qu'a mis Sarko en place, qui était une bonne idée, qui a été défait par Hollande, c'était les fameuses heures sup défiscalisées. En fait, on a balayé tout ça et on explique aux gens qu'on rase gratis tous les jours. C'est faux. Je vous assure, j'ai rien contre le congé parental du père. J'ai rien contre ça. J'ai rien contre rien d'ailleurs. Mais c'est combien de temps aujourd'hui de congé parental du père? Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de pères en France. Je crois qu'il y a plus. Oui, il y a plus d'un mois. Non, mais c'est pas ça le problème. Je suis désolée, il y a peu de gens qui font des enfants en France, donc le peu qui deviennent pères, qu'on leur donne 15 jours... Un congé parental pour le père aussi? Vous êtes pour? Non, pas un congé parental, mais qu'il y a un congé paternité de 15 jours, ça me semble pas... Oui, mais c'est pas 15 jours, je crois 15 jours à un mois. Mais 15 jours minimum, un mois maximum. Mais je crois qu'on est à plus que ça. Mais c'est un état d'esprit. Oui, c'est ça. Non, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de jeunes garçons qui veulent devenir pères. Moi, je suis pour l'encouragement. Et vous croyez que c'est en leur donnant un congé parental qu'ils vont se dire qu'on fait des enfants pour avoir 15 jours? Je dis que c'est pas ça qui pèse sur l'économie. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas ça qui pèse. Et le 1er mai, les boulangers vont pas ouvrir. Ça, d'accord, c'est autre chose. Mais là, je parle du congé paternité. C'est pas ça qui pèse sur l'économie. Eugénie vote ce matin. Non, mais c'est un tout. Vous savez que la France Insoumise elle veut apposer des amendements pour créer 7 nouveaux jours fériés. Je ne veux pas vous faire une syncope, mais pour une raison. Non, un jour férié pour célébrer l'amitié, le 30 juillet. Mais moi, je veux bien célébrer l'amitié tous les jours, mais je la célèbre tous les jours, l'amitié, d'ailleurs. La France Insoumise veut un jour férié pour célébrer les amis. On est quand même. L'absentéisme, vous avez pris combien de jours d'absentéisme? Vous bossez depuis combien de temps, Éric Revel? 40 ans. Combien de jours vous avez été absent? J'ai été absent une semaine. Bon. J'avais chopé une pneumonie en revenant d'Asie. Voilà. Voilà. Une semaine. Voilà. Et non, puis, ceux qui nous écoutent, qui ont plus de 50 ans, ils sont comme vous. Ouais. Ils sont comme vous. Oui, c'est juste. Ils bossent. Mais je dirais pas pour autant que tu te couches que pour mourir, etc. En fait, c'est un état d'esprit global. Tu ne te couches que pour mourir et tu ne t'agenouilles que devant Dieu. C'est vrai. Non, mais vous voyez, je caricature, bien sûr, il y a un problème de mentalité, je suis d'accord. D'état d'esprit. Les jeunes gens ne veulent pas travailler, mais il faut voir aussi que les jeunes gens ne veulent pas travailler parce que le travail ne paie plus aussi. Mais ils ne payent pas précisément parce que tu as tellement de... Il y a beaucoup de charges, énormément de charges sur le travail. C'est tout ça qu'il faut changer. Et que quelqu'un qui travaille n'est pas récompensé pour son travail. Donc les jeunes ont moins envie de travailler et je les comprends aussi. En fait, vous êtes complètement de gauche. C'est drôle. Non, elle est très générationnelle. Non, parce que je veux qu'il y ait le travail paie. Elle a l'âge de ses réflexions. Vous êtes une conservatrice. Est-ce que vouloir que le travail paie, c'est être de gauche? Mais c'est être libéral. Si demain vous enlevez tout ça... Je dis je veux que le travail paie. Je comprends que les jeunes, aujourd'hui, dans le cadre dans lequel on est, n'aient pas envie de travailler parce que le travail ne paie pas. Voilà ce que je dis. Il faut libérer le travail pour que le travail paie et qu'ils aient envie de travailler. Je vous assure que vous donnez la France à une dizaine de grands patrons avec des mesures radicales. D'abord, vous serez plus riches, tous. Mais il va falloir se retrousser les manches. C'est-à-dire qu'on va commencer par dire aux moins de 30 ans, en fait, il n'y a plus de chômage pour les moins de 30 ans. Il n'y a plus de chômage. Pourquoi? Parce qu'il y a du job partout. Donc il n'y a plus de chômage. Alors en revanche, vous aurez un avantage, peut-être vous ne paierez pas d'impôt non plus sur le revenu pour les moins de 30 ans. Pourquoi pas? Mais évidemment qu'il y a du job pour les moins de 30 ans. Il n'y a que ça. Là, pour le coup, Emmanuel Macron avait raison. Tu as juste à traverser la rue. Et ça, c'est clair. Mais c'est un état d'esprit. Mais tu dis ça, tu vas te faire traiter sur les réseaux. Ils vont dire... Et puis Eugénie, pardonnez-moi, quand vous commenciez dans le métier, donc il y a quelques années, pour moi, vous étiez payé quand votre pige passait, quelques dizaines de francs, quand votre pige passait. Bon, vous savez, on commençait... si. Mais vous êtes une rapsode. Mais si, je vous assure. Mais c'est vrai, vous êtes une conservatrice sur le plan sociétal, parce que je vous suis. Mais vous n'êtes pas une libérale. Mais je viens de dire l'inverse. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Non, vous n'écoutez pas ce que je dis. Je dis qu'il faut que le travail paie et que libérer les charges,
faire que le travail soit paix, et ensuite les gens auront envie de travailler. Voilà ce que je dis, c'est tout. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Eh bien, en fait, pour un pays, tu as deux solutions. Soit tu donnes... C'est pas du tout être de gauche. Soit tu prends beaucoup et tu redistribues beaucoup, soit tu prends peu et tu redistribues peu. Moi, je suis pour prendre peu et redistribuer peu, en fait. Mais là, je suis assez d'accord avec vous. Mais je dis juste que si les jeunes ne travaillent pas aujourd'hui, c'est pas qu'ils ont la flemme, c'est que le travail ne paie plus. Oui, enfin, il y a quand même un certain état d'esprit, pardonnez-moi, aujourd'hui, qui peut être un peu... On a le droit de dire ça sur des jeunes gens, qu'il y a peut-être un état d'esprit qui peut être parfois un peu différent. On a le droit de dire ça, peut-être. C'est qu'on n'ait pas carrément supprimé les 35 heures quand nous étions au pouvoir. Bon, écoutez ce que disait Prisca Thévenot et après les heures défiscalisées, c'était bien, mais c'était pas suffisant. Écoutez ce que disait Prisca Thévenot ce matin sur France Télévisions, et elle est avec Gabriel Attal, et c'est Attal qui est plutôt un homme de gauche qui propose de libérer le travail. Tant mieux, bravo Gabriel Attal. Remarque pertinente de quelqu'un qui est DRH et qui me dit c'est le monde du travail qui ne va pas, le travail ne paye plus, ceux qui bossent n'ont pas plus d'argent que ceux qui ne bossent pas. Tu n'as produit que des jeunes diplômés qui veulent travailler dans leur domaine, qui malheureusement est souvent bouché. Bon, et vous, votre papier ce matin, c'est il y a trop d'étudiants en sociaux, je crois. Oui, parce que Marine Le Pen a dit la semaine dernière au Salon Industrie, elle a dit il faut qu'il y ait moins d'étudiants en sociaux et plus dans l'industrie, et d'alternants dans l'industrie. Je trouve qu'elle a parfaitement raison. Aujourd'hui, on a trop d'étudiants dans des filières qui ne servent à rien. Il faut réorienter vers l'industrie. On manque d'ingénieurs nucléaires, on manque de chimistes, on manque de chaudronniers, on manque de techniciens. Il faut réorienter vers ces filières qui, d'ailleurs, vous savez, vous avez des très bons salaires maintenant. Si vous êtes un technicien, vous faites un métier... Si on manque d'ingénieurs nucléaires, c'est aussi parce que, on a fermé des centrales, on les rouvre. Donc moi, si je suis ingénieur, je vais pas au nucléaire. D'accord, mais il faut réorienter. Un peu de libéralisme. Et d'ailleurs, j'ai vu que François Hollande avait dit qu'il s'était trompé sur la défiscalisation, et qu'il verrait les choses un peu différentes. Il nous disait on s'est trompé, on n'a pas supprimé les 35 heures. Ça aurait dû être je ne sais pas qui s'est trompé, c'est une erreur. Georges Fenech, politique. Pas vous personnellement. Bon, vous m'avez fait peur. Mais pas vous personnellement, mais Georges Fenech, il symbolise une erreur. Cette droite qui n'a même pas été capable de mettre en place. Détricoter les 35 heures. Je crois mais on n'a même pas fait le travail le dimanche. Vous vous rendez compte qu'on n'a même pas réussi... C'est Emmanuel Macron qui a fait ça. Voilà, je crois que Nicolas Sarkozy n'était même pas arrivé à faire le travail le dimanche. En 2026, tu ne peux pas travailler le dimanche, mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent, bon sang de bois. Mais est-ce que sur les jours fériés, on peut dire que les gens qui sont bénévoles et qui ont envie de travailler puissent travailler ? Voilà, on n'oblige personne. Mais oui, mais on leur expliquera. Volontaire. Vous allez avoir des syndicats qui vous expliquer. Vous allez avoir des syndicats qui vous expliqueront qu'en fait, ils sont obligés de travailler, etc. Moi, je suis contre le travail le dimanche. Ils manifestent devant l'Assemblée ce matin. Vous êtes contre le travail le dimanche ? Parce que je suis de gauche, parce que je suis catholique, et je pense que c'est la marque chrétienne dans notre pays, c'est qu'on ne travaille pas le dimanche, et qu'on peut être un pays aussi sans identité, sans juste un... On ne travaille pas le 15 août, on ne travaille pas le 25 août. Bah oui, mais on est un pays... la tradition, ça, vous savez, en fait. Vous savez, au Moyen-Âge, il y avait 40 jours fériés par an. Oui, on va revenir au Moyen-Âge. Non, mais au Moyen-Âge, mais j'aurais tout entendu. La condition de la femme a progressé depuis le Moyen-Âge. Les négociations. C'est pour ça que les Français étaient contre les protestants, notamment le peuple de Paris, parce que les protestants voulaient supprimer les jours fériés. Nous sommes des libéraux. Vous êtes un protestant. Je ne sais pas ce que je suis un protestataire peut-être, un protestant je crois pas. Voyons Marine Sabourin maintenant, les négociations en Iran. Le Pakistan se prépare vendredi à accueillir les délégations iraniennes et américaines pour des pourparlers, même si la participation des Iraniens est encore incertaine après les frappes israéliennes au Liban. Voyez le sujet de Marine Sabourin. Des négociations inédites, c'est de cette façon que Benyamin Netanyahou qualifie les pourparlers organisés dès la semaine prochaine à Washington, aux États-Unis. Nous pouvons confirmer que le département d'État accueillera une réunion la semaine prochaine pour discuter des négociations de cessez-le-feu avec Israël et le Liban. Au cœur de ces échanges, le désarmement du Hezbollah et l'établissement de relations de paix entre les deux pays. Toutefois, le Liban annonce vouloir tout d'abord acter un cessez-le-feu avant quelconque négociation, ce que refuse l'État hébreu qui indique vouloir continuer à frapper des sites du Hezbollah afin de rétablir la sécurité pour les habitants situés au nord d'Israël. Pour l'heure, rien n'est encore fait donc, d'autant que le gouvernement pakistanais, médiateur dans le conflit, a sur les réseaux sociaux qualifié entre autres Israël de diabolique, message jugé honteux par les autorités israéliennes. Au Liban, le mouvement terroriste du Hezbollah a déjà rejeté toute négociation directe entre le Liban et l'État hébreu. Bon, je salue tous mes nouveaux amis sur Internet, évidemment, parce que comme c'est une position un peu libérale, alors j'aime bien citer les gens. Il y a une jeune femme qui s'appelle Antonella, était une fois, et elle dit,
parle de moi, elle dit Pascal veut que les gens travaillent le 1er mai, lui travaille pour... Bon, elle donne un salaire qui est fictif, que je ne vous donnerai pas et qui n'est pas vrai. Et le pauvre ouvrier, lui, se lève pour 1443 euros par mois. Tu comprends pourquoi les gens veulent de moins en moins travailler. Supprimer le seul jour payé, chômer, c'est de la folie, tous dans la rue. Donc vous n'y arriverez pas. Personne ne parle de supprimer le 1er mai. Enfin, c'est pas le débat là aujourd'hui. Eh bien, c'est dit à Antonella et travailler ceux qui veulent. Je trouve ça absurde, les fleuristes. Antonella était une fois dit-lui. Vous avez des vendeurs à la sauvette qui vendent des muguets avec les fleuristes ne peuvent pas. Bon. C'est effectivement choquant. Écoutez ce qu'a dit Benjamin Netanyahou. Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban. Nous continuons de frapper le Hezbollah avec force et nous ne nous arrêterons pas tant que votre sécurité ne sera pas rétablie. Suite aux appels répétés du gouvernement libanais en faveur de négociations de paix avec nous, j'ai donné instruction hier soir au cabinet d'ouvrir des négociations directes avec le Liban afin d'atteindre 2 objectifs. Premièrement, le désarmement du Hezbollah et deuxièmement, un accord de paix historique et durable entre Israël et le Liban. Thomas Bonnet, si vous étiez israélien, vous comprendriez évidemment sans doute ces frappes contre le Hezbollah. Vous avez en face de vous, à quelques kilomètres, un Hezbollah qui veut vous éradiquer depuis des années. Alors, c'est abominable, hein. Il y a des civils, des morts qui sont civils, mais les Israéliens, j'imagine qu'ils partagent la pensée de Netanyahou. Et comme ça fait, on verra tout à l'heure un sujet qui est vraiment très intéressant sur les papes et les présidents de la République. Oui. Et vous entendrez Valéry Giscard d'Estaing qui est avec Jean-Paul II, et qui explique qu'il souhaite une paix durable au Liban. Et on est en 81 ou 82. Donc que faire ? C'est inextricable. En fait, ce qu'on constate là, vraiment d'autant plus ces dernières heures, c'est le décalage des objectifs entre Israël et les États-Unis. Pour Israël, c'est une guerre existentielle. Pour Israël, il faut aller jusqu'au bout, parce que c'est une menace très directe sur l'existence même de leur pays. Pour les États-Unis, les objectifs sont sans doute différents. Et on voit que, là, vous avez peut-être vu, mais cette nuit, Donald Trump a appelé justement les autorités israéliennes à faire preuve de retenue, à participer à ce cessez-le-feu. Mais on constate qu'en effet, il y a un décalage indéniablement entre les 2 pays sur leurs objectifs. Évidemment qu'on peut soutenir le droit d'Israël à se défendre. La question, c'est celle de la proportion et de l'efficacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense tout de même que seules des négociations politiques peuvent construire la paix dans la région. On ne peut pas juste passer la tondeuse, comme on dit de temps en temps, en décapitant le Hezbollah, mais qui ensuite repousse éternellement. Il faut un moment une solution politique, il faut de la négociation, parce que c'est l'avenir d'Israël existentiel qui est en jeu. Et surtout, moi, je crains pour Israël la perte du soutien international. Vous savez, il y a des sondages qui sont sortis qui sont assez inquiétants aux États-Unis, où il y a une majorité, par exemple, de la jeunesse républicaine aux États-Unis qui ne soutient plus Israël. Donc dans 20 ans, dans 30 ans, si Israël perd le soutien de l'Amérique, Israël est en danger existentiel beaucoup plus que par le Hezbollah ou c'est vraiment vital pour eux. Donc moi je m'inquiète parce que je soutiens effectivement l'existence de l'État d'Israël et vraiment je m'inquiète de cette perte du soutien international et je pense que Israël doit être prudent et retenu dans sa défense et dans ses attaques. Parce qu'elle doit garder son âme et le soutien de la communauté internationale. Jenny Bastier a raison, mais quand vous dites je suis pour une solution politique, diplomatique, on est tous pour. Mais comment pouvez-vous discuter avec un adversaire qui veut d'abord votre disparition ? Vous ne pouvez pas, il n'y a plus rien à discuter. Il faut effectivement qu'Israël continue, moi je le comprends parfaitement, à désarmer le Hezbollah. Et ensuite, il y a une discussion qui s'ouvre avec le Liban. Mais tant que le Hezbollah est en capacité d'envoyer des roquettes et d'envoyer voire même des missiles quelquefois, il n'y a rien à discuter. Écoutez, Robert Ménard, il sera avec nous tout à l'heure, Robert Ménard, parce qu'il viendra parler du livre qu'il a écrit pour sa fille, Lettre à Clara, puisque c'est intéressant. Sa fille est plutôt de gauche, manifestement, donc on ne parle plus politique à la maison. Et écoutez ce qu'il disait sur Israël, c'était hier avec Laurence Ferrari. Ils veulent se débarrasser d'un régime qui est une menace existentielle pour Israël. Il faut rappeler que ce régime iranien, il veut la destruction d'Israël. Attendez, vous auriez en face de vous des gens qui voudraient la destruction de la France, vous iriez discuter peut-être avec eux, vous essaieriez de trouver un accord. Bien sûr que non. Et oui, ils ont raison de vouloir réduire à rien le Hezbollah, qui est un danger pour leur propre population. Ils sont dans une vraie logique. Moi, je ne suis pas un fanatique de M. Netanyahou, c'est une chose, mais je comprends absolument la logique d'Israël. Je ne comprends pas
la logique américaine dans cette histoire-là. Ce que je trouve bien, c'est que les Américains aident Israël et donc du coup, ça me les rend sympathiques. Et s'ils peuvent nous débarrasser encore une fois de plus d'un certain nombre de salopards qui dirigent l'Iran, bonne nouvelle. Je salue notre ami André Vallini qui nous écoute, qui était avec nous hier soir et qui dit après Sarah Salman, Eugénie Bastier passe à gauche, mon infiltration porte ses fruits, dit-il. Je voudrais le rassurer, non, je ne passe pas à gauche. Ah, bon, Mojtaba avec Khamenei, alors on ne sait pas dans quel état il est, mais manifestement le guide suprême a affirmé jeudi dans un message écrit qui lui est attribué. Il a été lu par une présentatrice à la télévision. Voilà. Est-ce qu'il l'a vraiment écrit? Il y a des doutes. Bon, que l'Iran ne souhaitait pas la guerre contre Israël et les États-Unis, mais que le pays défendrait ses droits. Écoutez alors cette présentatrice lire ce message de M. Khamenei. Nous exigerons une réparation pour chaque blessure subie, ainsi que pour les familles des martyrs et des combattants de cette guerre, et la gestion du détroit d'Ormuz sera entièrement repensée. Nous n'avons pas cherché la guerre et nous ne la voulons pas, mais nous ne renoncerons en aucun cas à nos droits légitimes, et à cet égard, nous considérons l'ensemble du front de la résistance comme un tout. Éric Revel, le détroit d'Ormuz était ouvert avec la guerre, avant la guerre. Il est aujourd'hui mi-ouvert, mi-fermé. Bon, avec un péage, en tout cas avec un péage. Donc c'est une victoire totale pour Trump si le détroit d'Ormuz devient payant. Bah, vous avez résumé la situation. Avant, il était libre d'accès à l'entrée et à la sortie. Et après la guerre, il risque de devenir payant. Et vous savez que ça peut être une vraie manne financière. 120 milliards, j'ai entendu, je crois, pour l'Iran. On parle de 70 à 80 milliards. En fait, l'idée, si tout le monde s'y oppose à ce péage qui bénéficierait à l'Iran et au sultanat d'Oman, c'est $1 par baril chargé sur les pétroliers. Donc, en fait, le calcul, il est très simple. Ça fait $2 millions de péage par pétrolier, ce qui ferait 70 à 90 milliards d'euros par an pour l'Iran. Donc, vous voyez, la guerre, qui a détruit beaucoup d'infrastructures en Iran, risque d'être un contrat juteux, in fine, si le péage se met en place, pour l'Iran et pour le sultanat d'Oman. Autant on comprend que le canal de Suez, il y a un péage, il y a de l'entretien, il y a un canal. Là, ça appartient à tout le monde, ça appartient pas uniquement Georges Fenech, l'Iran. Ce détroit appartient à tout le monde. Je veux dire, le fait d'imposer un péage aussi élevé de 2 millions d'euros, je crois, par navire, c'est tout simplement du racket. Et ce qui m'inquiète, c'est que Donald Trump semble dire qu'il est intéressé aussi d'être associé à cette opération. Il a changé d'avis. Oui. Ah, il a changé d'avis au départ, mais il change d'avis. Hors de question de mettre un péage. Ils ont intérêt à ne pas le faire. Si c'est le cas, a dit Donald Trump, il ferait mieux d'arrêter maintenant. Très rapidement, vous allez voir, le pétrole commence à couler à flot avec ou sans l'aide de l'Iran. C'était effectivement... Alors, le problème, c'est qu'effectivement, à 2 heures de décalage, il ne dit pas toujours la même chose. Au départ, il a dit on pourrait nous aussi récupérer l'argent. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très simple, c'est qu'il y a des sanctions économiques des États-Unis contre l'Iran. Donc, de toute manière, c'était infaisable. Et puis, je pense qu'il a été, à mon avis, conseillé et il a désormais une autre position.